Bonjour à tous, donc je suis Sophie Boyer, je coordonne le réseau équin à l'Institut de l'élevage. Donc moi je vais vous présenter effectivement les résultats du réseau sur la campagne 2015. Donc préalablement je vais vous présenter le nouveau dispositif. En fait c'est un dispositif qui a été redimensionné en 2015 et relancé pour 5 ans grâce au financement du fonds EPRON. Donc ce dispositif il s'appuie sur 128 structures. Et à l'exception des élevages de chevaux de trait qui sont souvent associés à une autre production agricole, ce sont des systèmes plutôt spécialisés sur la filière équine, mais qui ont souvent plusieurs domaines d'activité. En fait, sur un centre équestre, vous avez souvent de l'enseignement, de la pension et du tourisme. Et par exemple, sur les élevages de trait, on peut trouver des gens qui vendent des reproducteurs, mais aussi qui vendent des caissettes de viande et qui font des manifestations pour de l'attelage, par exemple. Donc ce dispositif, il s'appuie sur une équipe nationale de 16 techniciens, donc des personnes qui sont vraiment impliquées sur la filière cheval pour le conseil et l'aide, le conseil à l'installation. Donc l'ambition de ce nouveau réseau, c'est bien sûr contribuer à améliorer les résultats technico-économiques des exploitations en accompagnant les jeunes et aussi en aidant les personnes qui sont déjà en place pour améliorer leurs résultats. Donc on vous a mis une carte pour représenter les différentes structures suivies. Donc en fait sur la campagne 2015, il y en a 74 qui ont été valorisées. Et donc elles se répartissent, ces structures, sur 4 familles, 32 centres équestres, 11 fermes équestres, 23 écuries de pension et 8 élevages de chevaux de trait. Donc on a une assez bonne couverture géographique pour les centres équestres, écuries de pension, où vous pouvez voir, elles sont réparties sur toute la France. Concernant par contre les fermes équestres, elles se trouvent plutôt sur la partie sud-est, même si on en a une en Pays de la Loire. Et concernant les élevages de trait, on en trouve quelques-unes dans l'Est et on en a sur le Massif central. Donc avant de vous présenter, de rentrer dans le vif du sujet des résultats des fermes, on a souhaité vous repositionner les résultats de nos fermes par rapport à ce que vous a présenté Olivier et Charlotte. Donc en fait, on est réparti de l'excédent brut d'exploitation, comme ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Et on a représenté les 3 familles qu'on avait en commun, c'est-à-dire les centres équestres au début. Donc vous avez les centres équestres des données CER, les centres équestres du réseau en vert. Ensuite, vous avez les écuries de propriétaires qui nous concernent plutôt les pensions hébergements. Les écuries de pension avec travail des chevaux et notre réseau toujours en vert à côté. Donc en fait, l'idée c'est que nous, notre réseau, c'est que c'est un petit échantillon, effectivement, on parle de 74 exploitations, donc on ne se veut pas représenter l'ensemble des résultats des fermes, mais c'est plutôt des fermes sélectionnées sur des exploitations qui ont des résultats supérieurs à ce que l'on peut observer sur la population dans leur globalité. Et en fait, ces exploitations sont choisies selon plusieurs critères. Donc déjà, il faut qu'elles correspondent à la typologie que l'on a déterminée au préalable. Il faut qu'elles aient un objectif, bien sûr, de rentabilité, qu'elles aient des résultats corrects et que les exploitants soient également motivés et intéressés par les travaux du réseau pour partager la connaissance qu'ils ont sur le fonctionnement de leur exploitation. On vous a mis ensuite l'excédent brut d'exploitation par humeau exploitant parce que c'est un critère que nous utilisons plus. En fait, comme vous l'a très bien expliqué Charlotte, l'excédent brut d'exploitation, ce sont les produits moins les charges hors amortissement et frais financiers. Et avec cette EBE, vous devez effectivement payer vos annuités, faire de l'autofinancement et rémunérer la main-d'œuvre exploitant. Mais ce qui se passe dans nos fermes, c'est que très souvent, on peut avoir des couples qui sont exploitants tous les deux. Et donc, l'EBE, il doit servir à rémunérer les 2 personnes du couple. Donc, c'est pour ça qu'on le redivise par l'UMO exploitant. Et c'est pour cette raison que vous pourrez voir que les EBE par UMO sont inférieurs à la diapo précédente. Et là, en fait, nous avons juste les exploitants de notre réseau. Donc, vous avez les centres équestres. J'ai rajouté les fermes équestres qui n'étaient pas dans le dispositif CER différencié, les pensions hébergement, donc plutôt écuries de propriétaires, et les pensions travail de chevaux.
qui sont ici représentés. Alors, vous avez les effectifs entre parenthèses. Effectivement, on est toujours sur des petits effectifs. Hein. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une forte variabilité des résultats entre les entreprises, malgré les sélections que l'on a pu faire. Donc, je vais vous présenter maintenant les principaux résultats des 4 familles que l'on suit, et en commençant par les centres équestres. Donc, on a 32 centres équestres suivis dans le réseau. Ce sont plutôt des établissements en milieu rural et périurbain. Donc, vous avez la déclinaison à chaque fois des secteurs pour vous permettre de voir en fait la part des différentes exploitations. Donc, ce sont quand même des exploitations qui ont de la surface, puisqu'on en a 21 sur 32 qui ont plus de 10 hectares. On en a 8 qui ont un autre atelier agricole, donc c'est plutôt un petit atelier, enfin un atelier céréalier qui ne représente jamais plus que 50% du produit. Et on en a quand même 7 sur 10, donc 70% d'exploitations qui ont plus de 150 clients. Ces exploitations fonctionnent avec 3 unités de main-d'œuvre en moyenne, dont 1,4 salariés, et ils sont 84% à employer de la main-d'œuvre. Ici, on vous parle des effectifs, donc on en a 23 qui ont plus de 40 équidés, et à l'exception d'un seul centre équestre, tous proposent de la pension. Donc en fait, on en a 75% qui ont au moins 5 chevaux et plus pris en pension. Donc les produits commercialisés par ces entreprises, eh bien sûr, c'est les cours traditionnels, de l'initiation, du perfectionnement, des stages, des compétitions, etc. On vous en parlera un petit peu plus cet après-midi. Concernant la répartition du nombre de chevaux, vous avez aussi le secteur qu'on vous a mis pour repositionner les fermes. Et ce qu'on vous a mis également, c'est à droite, c'est un graphique pour vous montrer le nombre d'équidés de clubs utilisés par entreprise. Donc là, vous avez toutes les entreprises représentées. En orange, vous avez les chevaux de club et en vert, les poneys de club. Et donc avec donc le nombre ici. Et sur l'autre axe, vous avez le nombre de clients par entreprise. Et donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour un même niveau de clients, vous avez parfois un nombre d'équidés de clubs très différent. Donc maintenant, en fait, l'idée pour cette présentation d'aujourd'hui, c'était de vous illustrer la démarche que l'on suit pour analyser les résultats d'une ferme. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des indicateurs technico-économiques qu'on essaye d'identifier comme pertinents pour juger de l'efficience de la ferme. Et on a également des données qualitatives. Donc en fait, vous aurez toujours sur les diapos la même façon de présenter. Vous avez un tableau avec les principaux indicateurs technico-économiques qu'on a retenus, une colonne avec la médiane du groupe et une colonne par exploitation. Vous aurez un radar qui va vous représenter les 2 fermes sur lesquelles on a voulu zoomer. En fait, tout au long de la présentation, on a toujours zoomé sur 2 fermes qui avaient de très bons résultats en s'appuyant sur les indicateurs de rentabilité comme vous l'a présenté Olivier et Charlotte, EBE par humo, EBE sur PB, annuité sur EBE. Et disponible par humo. Disponible, c'est vraiment ce qui reste après qu'on ait payé les annuités. Et donc, à chaque fois, on représente les 2 fermes sur le radar et on vous le représente sous forme de valeur relative. Et on a mis quelques éléments structurels pour vous repérer par rapport aux fermes. Donc, sur ces 2 structures centres équestres qui ont plus de 50 000 € de BE par humo, donc on le voit en EBE par humo, on est à 50 448 et 53 384 €, avec un EBE sur PB qui est autour de 28-29%, un disponible après paiement d'annuité autour de 33 et 37 000, et annuité sur EBE 27 et 36%. Donc en fait, ce sont 2 structures qui sont en milieu rural, une qui est en Limousin, et une autre qui est dans le nord. On est à 240 et 250 clients. Ce qui permet à ces structures d'être bien au-dessus de la médiane, c'est qu'elles ont une très forte optimisation des moyens de production. Et par moyens de production, j'entends la main-d'œuvre et la cavalerie. Pour 250 clients, en fait, elles ont qu'une vingtaine de chevaux de club, 19 et 24, et que 2 à 2,7 unités de main-d'œuvre. Et en fait, dans les autres exploitations, on voit que pour ce niveau de client, on est parfois au double d'équidés de club. Après, l'autre chose qui est importante dans ces structures, c'est qu'il y a une très grande rigueur dans la gestion administrative du suivi de l'exploitation et de très bonnes infrastructures.
ce qui peut expliquer ces résultats-là. Et cela se remarque par les indicateurs que l'on a observés. Donc vous avez le nombre de clients par unité de main-d'œuvre centre équestre. Donc la médiane est à 98 et ces deux structures sont à 192 et 163. Le nombre de clients par équidé, vous voyez que la médiane est à 6 et elles sont à 13 et 10. On a un nombre de pensions qui est aussi assez important par rapport au groupe et les heures réalisées par les équidés qui sont autour de 500 heures par équidé alors que la médiane est à 276 heures. Donc voilà, et ce qu'on remarque aussi sur ces deux structures, c'est qu'il y a très peu de chevaux inactifs. J'entends chevaux inactifs, plutôt chevaux retraités ou des chevaux personnels qui ne serviraient pas beaucoup. On passe aux écuries de pension, donc on a 23 écuries de pension, et en fait ces écuries de pension, on les scinde en deux groupes, les écuries de pension hébergement et les écuries de pension travail. Et on peut faire cette chose-là parce qu'on enregistre le nombre de jours de pension en fonction de ce que les personnes proposent comme prestation. Donc pour les pensions hébergement qui sont plutôt des écuries de propriétaires, on a 44 équidés en moyenne, donc 28 qui sont pris en pension sur 37 hectares de SAU et 1,9 UMO en moyenne. Pour les pensions de travail qui sont plus de la valorisation de jeunes chevaux, voire de chevaux confirmés sur un circuit fédéral, on est à 44 équidés, dont 23 pris en pension sur 26 hectares de SAU et 3 unités de main-d'œuvre en moyenne. Là aussi, on vous a représenté pour que vous puissiez voir toutes les exploitations avec donc c'est chaque petit histogramme représente une exploitation avec le total d'équidés, le nombre de chevaux pris en pension, et vous avez sur l'autre axe la main-d'œuvre. Donc ce qu'on le remarque quand même, c'est que pour la pension de travail, on a plus de main-d'œuvre, donc ça paraît logique, on est entre 2 et 3 UMO, parce qu'il y a les chevaux à travailler, donc ça demande un peu plus de main-d'œuvre. Donc nous avons zoomé sur deux structures à plus de 45 000 euros. On est sur le secteur pension-travail. Donc EBE par UMO, 64 697 euros et 58 793 euros. Disponible, on est autour de 55 000, 46 000 et plus. EBE par UMO, très bonne EBE par UMO à 40% et supérieur. Et faible annuité. Donc en fait, ces deux structures, on en a une dans le sud, et une en Limousin. Donc celle qui est dans le sud est quand même proche d'une grande ville, alors que celle en Limousin est en milieu rural. Et par rapport à ces deux structures, ce sont deux cavaliers qui sortent à même niveau d'épreuve sur des épreuves de Grand Prix de 125-130. Ce sont des cavaliers qui ont fait 120 parcours en moyenne sur l'année et qui ont en moyenne 3 000 euros de gain. Donc ils sont assez comparables au niveau de leurs résultats. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ce sont des structures qui ont un peu plus de pension par unité de main-d'œuvre que la médiane. On a une structure qui a beaucoup de chevaux pris en pension, 81%, et la seconde, elle est qu'à 54% parce qu'il y a un élevage sur place, dans quelques juments où ils gardent les poulains pour les valoriser et les vendre. Donc sur ces deux structures, ce qui est important, c'est par rapport à leur réussite, c'est la qualité de leur infrastructure. On voit que les deux sont très bien équipées. Elles ont marcheurs, carrière, ronde à 20 cours. Elles ont des box de qualité et on en a même un qui a un tapis roulant, un hippotraîneur. Donc c'est vraiment des structures qui ont de très belles infrastructures et ça fait partie de la réussite, je pense, pour ces structures-là. Et il y a aussi la qualité de la personne dans le sens où elle a des performances en compétition et c'est assez important sur ce type de prestation de sortir, de se montrer en concours et d'avoir des résultats. L'autre différence, c'est la part de surface où bien évidemment celle qui est dans le sud est plutôt en hors-sol et du coup il y a une forte différence, vous voyez, entre la pension T2 et la pension T1 où là on est en charge opérationnelle à 920 euros par UGB et ça a une forte conséquence sur les résultats puisque cette personne-là elle récolte son fourrage et donc ça lui permet de diminuer ses charges opérationnelles par rapport à la seconde.
Sur la pension hébergement, c'est 2 structures qu'on a pris au-dessus de 25 000 euros. Donc là, on est plus sur des écuries de propriétaires, où au niveau EBE par humo, on est à 29 743 euros et 40 502, autour de 20 000 euros disponibles et des très bonnes EBE sur PB. Et donc, ce sont 2 structures qui sont écuries de propriétaires, une qui est en Basse-Normandie et une autre qui est dans le sud, une qui a de la surface et une qui n'en a pas. Celle qui a de la surface, bien sûr, a des charges opérationnelles qui sont moins importantes, c'est celle-ci. Et du coup, ça lui permet d'avoir un produit un peu moindre parce qu'elle a une économie de charge. Cette première structure, les 2 sont suivies en fait depuis 3 ans dans le dispositif. Elles ont toutes les 2 augmenté leur nombre de pensions. La première, c'est un couple en fait qui tient cette structure et ils avaient une augmentation de demande de pension et ils ont choisi, pour garder leur surface qu'ils souhaitent récolter, de mettre en place une écurie active pour pouvoir avoir d'autres chevaux en pension sans forcément prendre leur capital surface. Donc ça, c'est la première structure. Et leur objectif, c'est vraiment d'avoir des charges moindres et d'avoir une qualité de vie par rapport à l'utilisation, par rapport au travail donc, de la main-d'œuvre. La seconde structure, c'est plutôt une jeune qui s'est installée déjà il y a plusieurs années, qui a une grosse demande de pension également et qui pour l'instant est seule. Donc c'est ce qui sera sans doute limitant pour augmenter le nombre de pensions. Les fermes équestres. Donc les fermes équestres, ce sont des établissements plutôt orientés tourisme par rapport au centre équestre où on était plus sur de l'enseignement traditionnel en carrière. Les fermes équestres, ce sont plus des structures qui vont proposer des balades, des randonnées de 1 heure, voire à plusieurs jours. Et donc sur ces 11 fermes équestres, on en a 4 qui ont un autre atelier herbivore, mais qui n'est pas dominant en termes de produits. Et donc ces structures, elles ont 2,6 unités de main-d'œuvre en moyenne, 8 sur 11 emploient de la main-d'œuvre salariée. Elles ont 36 hectares de SAU en moyenne et 5 ont accès à des surfaces pastorales. Donc vous avez la représentation des différentes surfaces et la main-d'œuvre totale et la main-d'œuvre salariée pour ces fermes. Donc elles ont 38 équidés en moyenne, 6 sur 11 proposent de la pension et 8 ont une activité d'élevage, donc qui font saillir des juments. Donc là, vous avez le total équidé par structure, le nombre de chevaux pris en pension et le nombre de juments saillies. Donc c'est très disparate suivant les exploitations. Donc la particularité de ces structures, c'est l'ancrage territorial. Effectivement, quand elles proposent des produits, c'est souvent en lien avec le territoire. Donc ça va être la découverte de la Camargue, le massif de l'Estérel ou d'autres situations géographiques. Et le produit est toujours conçu vraiment en lien avec ce territoire-là. Les produits commercialisés, on en a parlé tout à l'heure, donc des balades très souvent de 1 heure à 2 heures, mais on peut avoir des produits de demi-journée, 1 journée, voire de 2-3 journées avec hébergement en tipi ou yourte, etc. Donc zoom sur les 2 fermes équestres. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que sur les fermes équestres, en fait, on en a très peu qui ont un produit tourisme majoritaire. En fait, elles ont très souvent du tourisme et un peu autre chose quand elles ne sont pas dans des situations où elles ont un afflux touristique. Elles sont obligées d'avoir d'autres sources de revenus pour vivre. Donc que ce soit un autre atelier agricole ou que ce soit une activité type enseignement ou pension. Là, j'ai choisi volontairement de zoomer sur 2 structures qui avaient un produit dominant en tourisme. Ces 2 structures qui se situent dans le sud, il y en a une sur les Bouches-du-Rhône et l'autre en Camargue. Et donc, ce sont 2 structures qui ont des EBE plus modestes, vous pouvez le voir, autour de 20 000 euros. Mais c'est la réalité de la situation. Donc, sur ces 2 structures, donc, elles proposent... La différence entre les 2, il y en a une qui est très peu chargée au niveau nombre d'équidés. Elle propose donc des balades de 1 à 2 heures. Elle est ouverte en fait toute l'année, sauf que la période où il y a le plus de monde, c'est de juin à août. La seconde, par contre, a choisi volontairement de n'ouvrir que d'avril à septembre. Et donc, la différence entre la première et la deuxième, c'est que sur la deuxième, vous avez un élevage d'une dizaine de juments,
c'est pour cette raison que le produit par tête est un peu moindre quand on ramène le produit à l'équidé présent. La deuxième propose des balades de 1 à 2 heures. Souvent, c'est en bord de mer, sur le littoral. Et par contre, la particularité de cette seconde aussi, c'est qu'elle loue ses chevaux à la gendarmerie dans les périodes où elle n'utilise pas ses animaux. Et donc, hors période touristique, il valorise les chevaux de l'élevage. Voilà. On est sur des locations également sur la structure. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'annuité. Et pour finir, en fait, un petit zoom sur les élevages de chevaux de trait dont on avait peu parlé jusqu'à maintenant. Donc on en a 8 pour l'instant, 8 qui ont un autre atelier agricole, donc des bovins viande ou des ovins viande. On est sur des structures familiales où on a 1,6 UMO en moyenne. On a seuls 2 exploitants qui emploient de la main-d'œuvre sur 120 hectares de SAU en moyenne, 24 chevaux, 11 juments saillies et on a plusieurs races, comtois, ardennais, percheron, boulonnais. Donc on a plusieurs débouchés sur ces structures-là, de la vente directe, de la vente directe, de l'export, des reproducteurs ou des chevaux valorisés. La moyenne du produit équin est peu élevée puisque le global est à 9 344 €, ce qui nous représente 385 € par tête. Donc sur des structures avec un autre atelier agricole, ça ne représente pas un montant très important. On a choisi de zoomer sur une structure sur laquelle on a vu que les produits équins étaient largement au-dessus des autres. C'est une structure qui est en Lozère, qui fait de la vente directe. En fait, c'est une personne qui a 0,5 unités de main-d'œuvre sur l'atelier cheval, parce qu'il a une entreprise de par ailleurs. Et c'est quelqu'un qui fait de la vente directe sur des agneaux et des chevaux. Et donc, par rapport à la médiane du groupe, donc en fait, je ne vous le dis pas, mais on commence aussi à chercher les bons indicateurs pour mesurer l'efficience des fermes. Donc tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est une liste d'indicateurs à la fois techniques et économiques que l'on essaye d'identifier pour nous permettre de vraiment mesurer l'efficience des fermes. Et donc là, on a commencé à regarder le nombre de ventes par jument saillie. Donc on voit bien que cette structure arrive à vendre pas mal d'équidés au-dessus par rapport au reste. Donc un taux de productivité, un bon taux de productivité. La mortalité, bon après qui est à relativiser parce qu'on a peu de chevaux. Un prix moyen par équidé qui est double par rapport à notre petit échantillon. Et donc une marge brute qui était largement au-dessus des autres structures. Donc on est à un produit en gros de 16 000 € sur cette structure-là par rapport à ces résultats. Donc on a sur ces 9 ventes, en fait, il a 4 animaux vendus avec un poids vif en moyenne de 548 kg et un prix par tête de 2 937 €. Donc pour conclure sur cette présentation, c'est juste pour vous dire qu'il s'agit d'une première analyse du dispositif rénové parce que pour la plupart, ce sont des nouvelles exploitations qu'on ne connaît pas. Et donc on a des résultats éminemment variables, on l'a vu par rapport à la moyenne, et c'est ce qui nous oblige à essayer de comprendre comment ces exploitations fonctionnent et à trouver en fait, pour nous permettre de comprendre, de trouver des indicateurs technico-économiques, mais aussi d'éléments qualitatifs, parce que juste avec les chiffres, on a du mal à comprendre à certains moments le fonctionnement de ces structures-là. Et notre but, c'est bien d'identifier les exploitations les plus performantes et de comprendre quelles sont les combinaisons gagnantes pour arriver à ces résultats. En aparté, on a quand même jeté un coup d'œil sur les structures qu'on suivait depuis dans le précédent dispositif. Et sur les 43 structures déjà suivies en 2012, on en a les 2/3 qui maintiennent leur chiffre d'affaires équin. Mais bien sûr, les charges augmentent, donc ça ne signifie pas forcément qu'on a un EBE qui augmente. On en a 44% quand même qui ont un EBE sur Humo qui a augmenté. Voilà, merci pour votre attention. Parfait, merci beaucoup.